C'est lors d'une visite, scolaire au musée de Bavay que m'est venue l'idée de, faire des fouilles, archéologiques et donc, dès l'été suivant, je me suis inscrite comme, bénévole sur, la fouille de Conchy-le-Temple, sous la direction de Jean-François Piningre avec qui, j'ai démarré, les fouilles archéologiques. Et au fil du temps, j'ai continué les fouilles bénévoles en essayant de différencier les lieux, à la fois les régions et les contextes chronologiques et archéologiques. Et donc j'ai fouillé sur des sites de préhistoriques et historiques. Et au fil du temps, j'ai aussi eu des contrats à l'AFAN, donc à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, et puis ensuite qui s'est transformée en INRAP. Et en parallèle, j'ai continué mes études pour pouvoir acquérir à la fois les connaissances scientifiques et théoriques pour pouvoir étudier ce que je fouillais. Et donc j'ai passé d'abord une maîtrise, donc un master à l'Université de Paris 1 sur le site des Sablins à Étaples, et puis ensuite un doctorat à l'Université de Paris 10 Nanterre. J'ai eu la chance de participer au développement de l'archéologie préventive, donc en comparaison à ce qu'on appelait avant l'archéologie de sauvetage, où les archéologues intervenaient au moment des travaux, voire après les travaux. Et comme j'avais pu en avoir l'expérience sur la fouille de Dingan, qui était une fouille sur le bord d'une autoroute qui était déjà construite, et donc on est passé à l'archéologie préventive, où la contrainte archéologique était considéré en amont des travaux, donc on n'avait plus ce problème de cohabitation pendant les travaux de construction. Et surtout, ce qui a permis de s'intégrer à des grands projets comme dans la région le tunnel sous la Manche et ensuite le TGV Nord. Et cette révolution, elle s'est faite parce que, à la fois, on a pu intervenir sur des grandes surfaces, ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire avant, hein, puisque le tunnel sous la Manche, c'était 120 hectares de détruits d'un seul tenant, ce qui était exceptionnel. Et aussi mettre en œuvre des nouvelles méthodologies, des nouvelles techniques, en particulier d'expérimenter la fouille avec des pelles mécaniques et faire des nouvelles expérimentations dans ce cadre-là. C'était aussi une période difficile parce que l'archéologie préventive n'a pas été adoptée et admise par les aménageurs du jour au lendemain. Et donc il y a eu toute une période, pendant une vingtaine d'années en réalité, de lutte pour réussir à ce que cette prise en compte soit effective, réelle, systématique, et qui a abouti en 2001 à la loi qui a été votée. Effectivement, grâce justement aux grands décapages qui ont été rendus possibles par l'archéologie préventive, on a pu fouiller des sites néolithiques sur des grandes surfaces. Et ça a été un grand progrès par rapport à ce qui se faisait avant, où en général on les fouillait sur des petites surfaces. Alors personnellement, moi j'ai travaillé sur deux axes principaux. Le premier, c'est sur la question de l'habitat au néolithique. J'ai eu l'occasion de fouiller plusieurs sites d'habitat du néolithique ancien, comme celui de Pose dans l'Eure ou celui de Pontpoint dans l'Oise. Ces habitats sont caractérisés par des grandes maisons construites sur poteaux, qui font parfois plus de 40 mètres de long et qui sont bordées de fosses latérales dans lesquelles on retrouve l'ensemble du mobilier. Et puis son évolution jusqu'au néolithique moyen, donc autour de 4000 avant Jésus-Christ, où on voit apparaître des grands systèmes de fossés d'enceintes interrompus. Et le second axe de recherche que j'ai développé pendant toutes ces années concerne les industries en silex. J'avais commencé donc, dans le cadre de ma maîtrise à travailler sur le silex, sur les ateliers de taille du site des Sablins. Et j'ai continué à travailler sur les industries lithiques néolithiques depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la transformation, et en particulier pour l'acquisition sur le site minier de Jabeline-le-Haut-Château, que j'avais fouillé dans le cadre du projet TGV Nord, où sont des centaines de puits d'extraction du silex qu'on a pu fouiller.
et qui était assez impressionnant par la profondeur des structures, qui faisait plus de 8 mètres de profondeur. Jusqu'à effectivement donc la transformation de la matière extraite pour produire des lames ou des haches et jusqu'à leur utilisation sur les sites d'habitat. Alors l'un des intérêts principaux, c'est de voir que les différentes matières premières, dès le début du néolithique, donc dès 5000 ans avant Jésus-Christ, ont beaucoup circulé sur l'ensemble du territoire français. Alors je pense qu'il y a 3 axes principaux qu'il faudrait développer dans les années à venir. Le premier, c'est la question de la néolithisation de nos régions du Nord, puisque les régions sont soumises à ce qu'on appelle le courant danubien, donc qui nous vient de l'Europe de l'Est, et on est ici en limite de l'extension de ces populations. Et ce sont des moments qui sont extrêmement difficiles à comprendre, surtout quand on arrive comme ça en limite. Et je pense qu'il faudrait faire plus de recherches sur cette partie-là, parce qu'il y a aussi la rencontre probable avec les populations mésolithiques qui vivaient sur place à ce moment-là. Et ça, c'est un aspect qui est très très peu développé au jour d'aujourd'hui. Le deuxième aspect qui me semble important, enfin qu'il faudrait essayer de développer, bien évidemment, c'est en fonction aussi des découvertes archéologiques qu'on peut faire, mais c'est tout le domaine funéraire néolithique qui est extrêmement mal connu dans notre région. Et les peu d'informations qu'on ait datent du début du XXe siècle, donc sont généralement de très mauvaise qualité. Et le dernier aspect qui me semblerait intéressant de développer, c'est toute l'étude des mobiliers, des sites qui sont conservés en milieu humide, parce que ça permet d'apporter des données que l'on n'a absolument pas en milieu sec, en particulier dans la culture matérielle, puisque tout ce qui est matériel en bois, ou tout ce qui est lié à l'utilisation des végétaux est très bien conservé dans les milieux humides. Et c'est ce qu'on a pu voir sur les sites de Passel, par exemple, dans l'Oise, où la palissade en elle-même était conservée, ou en plus proche de nous, ici dans le Nord, sur le site de Bouchain, où des objets en bois de serre sont conservés avec les objets de la culture matérielle quotidienne, mais aussi parfois des découvertes un peu plus intrigantes comme celle d'un possible boomerang sur ce site. Alors je citerai 2 fouilles et une découverte. 2 fouilles, la plus ancienne, c'est la fouille de la minière à silex de Jabeline, le Haut-Château, parce que c'était une fouille sur une grande surface, plus de 4 hectares de puits d'extraction du silex qui ont été décapés et fouillés. Et là, l'importance, je pense, c'est la monumentalité des structures, puisque les puits descendaient à plus de 7 mètres de profondeur, avec des galeries qui se développaient en profondeur. La deuxième fouille, c'est la fouille du village néolithique ancien, donc qui date à peu près de 4800, 4700 avant Jésus-Christ, de Pose, dans l'Eure, en Normandie, où là, sur plus de 4 hectares, j'ai pu fouiller 10 maisons de tradition danubienne, donc du néolithique ancien. Et puis l'objet que je citerai, c'est la dame, maintenant, avec des guillemets, de Villers-Carbonel, qui est une statuette féminine qui a été trouvée donc, lors de la fouille d'un site d'enceinte à Villers-Carbonel, donc qui datait d'à peu près 4000 avant Jésus-Christ, et qui est une représentation assez symbolique de la femme, et qui est très touchante parce qu'elle nous révèle ce qu'on a du mal à comprendre en fouillant les vestiges archéologiques compris dans la terre, c'est tout l'aspect spiritualité qui devait exister à ces époques-là.